Hop là! Alors c'est une question qui reviendra souvent. Est-ce que pour faire nos ateliers, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un livre à la main? Est-ce qu'on amène vers le livre ou tout simplement on laisse l'écriture partir où elle veut? Est-ce que l'autorité symbolique du livre confère une petite part de cette autorité aux textes qui vont être écrits? Oui, certainement. Est-ce que peut-être simplement c'est un artefact aussi dans la prise de parole? Je parle ça qui va vers les autres et ça m'aide dans ma parole. Il y a ça aussi. Est-ce que c'est simplement un tic personnel? Je ne sais pas trop. Alors à chaque fois, il y aura un ou des livres, ou dire, si ce n'est pas ce livre-là, ça peut être celui-ci ou celui-ci pour obtenir le même résultat, ou en tout cas viser le même endroit. En tout cas, espèce d'espace, il prend une valeur un peu symbolique. Malgré tout, est-ce qu'on peut se dispenser de lire espèce d'espace? Je ne sais pas si c'est pas la question forcément des exercices ou des contenus que la curiosité où ce livre s'installe, puisqu'il est tout entier sur des possibilités d'écrire, sur si vous prenez ce thème, alors on peut s'appuyer sur telle et telle chose de la littérature. Vous voyez, c'est une sorte d'emboîtement au point qu'une des séances qu'on a faites il y a 2 ans, c'était cette page, qui est la seule page d'espèce d'espace qui soit incomplète. Oui. Escalier, 3 petits paragraphes, un énorme blanc. Et on ne pense pas assez aux escaliers. Eh bien, on a fait une séance qui s'appelle « On ne pense pas assez aux escaliers » et on en a fait un livre de 200 pages. Alors, c'est moins la question de comment se servir d'espèce d'espace que peut-être justement sur ces choses un peu plus générales qui valent pour les autres auteurs qu'on va aborder, à partir de ce cas d'école et cette espèce de transgression quand même historique. Georges Perec, devenu écrivain à succès avec les choses, la disparition, revient dans son espace le plus personnel et cherche ce qu'il pourrait développer à partir de sa nécessité d'écrire, à partir justement de ce repli, pas être dans le brillant, la surface, le prix Renaudot des choses, l'énorme performance oulipienne qu'est la disparition, mais qu'est-ce qui lui est nécessaire? Et peut-être que l'importance que j'accorde à ce livre dans ses parcours d'atelier d'écriture serait d'abord là. Quelqu'un nous dit en quoi ce chemin qui a priori est si fragile ou en tout cas arbitrairement choisi, lui a été, pour lui est à ce moment de sa vie précis, absolument nécessaire. Et j'ai utilisé le mot pacte, dans cette adéquation du nécessaire de Georges Perec et de cet exercice qu'il propose, quand nous on propose l'exercice, c'est pas un texte à trous, c'est pas des petites machines de bricolage de gadgets, c'est dire, nous, ce qui nous met ensemble, vous là, l'atelier, le prof ou l'accompagnant ou l'éduc, en tout cas, ou l'institution, la bibliothèque, et puis l'intervenant, qu'il soit auteur, qu'il soit pas auteur, c'est ce même lieu de nécessité. On ne fait pas ça comme du macramé. J'ai rien contre le macramé. Prologue. Alors symétriquement, c'est un livre, il m'est arrivé de travailler, je me souviens, l'école d'architecture de Nantes, où exprès, première journée de workshop, on travaille sur plein de choses, sur la langue, sur le matériau, et puis seulement, deuxième journée de workshop, tout timidement, j'amène espèce d'espace comme une construction, une perspective, une prolongation. C'est pas un livre qui contiendrait des choses basiques et pour cela bonnes à lancer un cycle. Au contraire, je pense que plus on va le fouiller en détail, la notion de frontière, par exemple, plus on va trouver des petits interstices et si on est armé en écriture, on ira plus loin à travers ces interstices. N'empêche que justement, peut-être, moi aussi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'il part de rien. Il part de ce carré blanc
carré blanc, la page blanche, ben ça tombe bien. Le premier chapitre, c'est la page. Et l'histoire de la page, ça peut se raconter en 3 secondes. Vous êtes prêts? En chronomètre? 1, 2, 3. Ben, comment ça s'est inventé, la page? Au tout début, on fait des gros pâtons d'argile. C'est des gros pâtons faits avec les mains. Ce rapport de la main à l'écriture, et donc l'écriture s'enroule. Ensuite, on apprend à mieux conditionner l'argile, on la coule dans du sable. Elle durcit, elle est mince, mais on ne peut plus enrouler sur les bords. On a inventé la page. Le papyrus, une couche fibre droite, une couche fibre perpendiculaire, 2 ou 3 couches comme ça avec de la colle végétale, et puis on raboute ces petites feuilles de papyrus l'une après l'autre avec un petit enjambement et de la colle animale. On découpe ce qui est en haut, on découpe ce qui est en bas. Comment on le sait? Ben oui, parce que ça se vendait pas cher, et les Romains, ils utilisaient ça pour leur correspondance privée. Donc, et on ne peut pas écrire sur le papyrus dans les endroits de jonction des pages, où il y a la colle animale. Donc la notion de page, la coupe, ouais, c'est une histoire en elle-même. Mais la page, vous l'utilisez comment? Le texte qui fait son étymologie tissu, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et les civilisations, comment partir du bas vers le haut, comme le métier à tisser, partir de la gauche, partir de la droite, eh bien, les deux cas coexistent. Vous voyez que les questions de la page, immédiatement, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Le lit, j'en ai parlé dans l'exercice lui-même, mais c'est cette progression. C'est vous donner tout de suite, depuis ce presque rien, le carré blanc, la page, la métaphore de ce que va faire l'atelier, puisque lui-même va avancer du presque rien jusque vers du plus en plus sophistiqué et compliqué. Alors, commencer un cycle, c'est toujours ça, ce premier tenseur. Comment éliminer le seuil? Comment raboter, enlever la hauteur du seuil? Le fait qu'on puisse se prendre le pied dans la marche, ben non, il y a toujours ce truc, moi j'ai rien à dire, j'ai pas l'inspiration. Et bien ça, comment? Puisque c'est la première séance, pourquoi tu voudrais que ces gens te fassent confiance? Un type qui arrive là, qui les baratine. Waouh! Le proviseur du collège l'a salué en grand écrivain. Des fois, je suis arrivé en collège, le proviseur il s'est pas déplacé. Hein. Une seule fois, remarquez, je suis pas revenu une deuxième. Pourquoi il rentrerait dans ce processus qui est encore cette verticalité ou cette autorité de l'institution? Il n'y a aucune raison. Et c'est là où je pense que quelque chose dans la première séance participe de la ruse. On va les mettre face à quelque chose. Face à quoi? Eh ben, à la beauté qu'ils portent. Ça fait clown de dire ça, mais c'est ça que j'aime dans cet exercice, en particulier le lieu où j'ai dormi. Alors, faut le présenter, savoir pour moi l'important c'est ce truc, enlever le début de la phrase, enlever la fin et garder la sensation, faire une cueillette de sensations, une cueillette. Mettez toutes les métaphores que vous voulez là pour ce qu'on va cueillir, honorer, tenir dans les 2 mains sans autre justification. Mais les sensations, c'est la peau, c'est l'ouïe, c'est le toucher, c'est l'odorat. Et la mémoire elle-même est sensation avant d'être contenue. Et ça, on peut parler de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où l'exercice est lancé, eh bien, on n'a pas à faire d'efforts. On a juste à soulever la petite trappe. Ce qu'on leur demande de poser dans l'accumulation, c'est des choses qui préexistent. Donc il n'y a pas à aller les chercher, il y a juste à les laisser glisser depuis cette préexistence. La première chambre, la chambre d'enfant dont on se souvient, ou la chambre où on a eu le plus froid, ou la fois où dans la chambre on a eu peur. Max et les maxi-monstres. Eh bien, se laisser glisser de ce qu'on porte déjà, il devient expression par l'écriture. La sensation devient sensation renvoyée à d'autres par le fait d'être écrite. Et là, on gagne. Et puis l'histoire de l'accumulation. C'est-à-dire que justement, il n'y a pas besoin d'autre chose que de prendre du déjà là. Mais le déjà là, 1 item, 2 items, 3 items, on arrive à 4 ou 5, et on pose le stylo. C'est bon comme ça, monsieur. Et puis, tout d'un coup, par exemple, au moment où tu verras les autres commencer à lire, eh bien, qu'ils le reprennent, le stylo, et qu'ils rajoutent.
Et c'est là où, en général, c'est moi-même qui lis quand c'est ce premier exercice. Enfin, en tout cas, j'en lis quelques-uns. Et puis ensuite, on commence à... Allez, à toi de lire. Puis c'est gagné. Pourquoi? On va dire pourquoi c'est important. Et pourquoi c'est important? À cause de la disposition des mots. Maintenant, dans cette question formation de formateur, je pense que très vite, j'aurais plus besoin de dire ça. Là, le lit, la chambre, et dans la chambre, il y a cet exercice. Et un exercice qui est intéressant aussi, parce que, comme quand je l'ai présenté moi-même, il y a Proust dedans, et on ne peut pas contourner la présence de Proust. Est-ce que vous êtes forcé d'avoir lu la recherche pour utiliser l'exercice? Probablement non. Mais cette question de faire entendre à celui qui est là qu'on n'est pas dans une application, on n'est pas dans l'exercice en bas de page du livre de français avec la thématique utilisée, mais que si Pérec se risque là, c'est parce qu'un autre qui s'appelle Proust, eh ben lui, il y a tout mis. Il est mort à 52 ans, Pérec à 53, et Proust, eh ben, il a décidé de plus se soigner, alors que la recherche était encore inachevée. Ça veut dire que ce que vous jouez à l'intérieur, par exemple, de cette réminiscence et de cette réminiscence des lieux par le fait qu'on y ait dormi, c'est-à-dire qu'on se soit abandonné à la perte de conscience et on se soit retrouvé soi-même à travers la reprise de conscience. Eh bien, cette mécanique-là, c'est pas une idée bizarre du prof. C'est une idée qui est faite d'hommes, de chair, de sang, de vie et de vie poussée à l'extrême. Et ça, on peut le faire entendre. Et je crois que le livre, c'est de ça qu'il atteste. Il atteste d'une expérience qui se moque de tout le reste parce qu'elle est fondée par vous seul. Et en tout cas, je ne veux pas dire que ce que je fais, ce soit les valeurs, il n'y a pas de... Je m'en suis lourdement expliqué, il n'y a pas de valeur absolue d'une didactique des ateliers, indépendamment de ce qu'énonce celui qui le mène. Mais sur ce point-là, je pense quand même que la jonction avec la littérature, c'est par ici qu'elle s'établit. Alors il y a d'autres rendez-vous dans ce livre. Je prends la rue, là aussi pour moi, et c'est même des choses par lesquelles il m'est arrivé de commencer des cycles. Pourquoi ? C'est que Pérec, alors je vais vous le lire, c'est connu, mais je crois que dans le site, je vous mettrai les liens là, dans nos ressources. Ça, j'avais fait une vidéo spécifique. C'est un des chapitres les plus fournis, justement parce qu'aussi il contient une suite d'exercices pratiques, mais il y a les lieux, notes sur un travail en cours. Les lieux, d'ailleurs, le travail est fini, il est prêt à publier. C'est uniquement des questions juridiques d'ayant droit qui bloquent ce projet. C'est une des choses qui nous mâche le plus, nous les Péréquiens. En 1969, j'ai choisi dans Paris 12 lieux, des rues, des places, des carrefours, un passage, ou bien dans lesquels j'avais vécu, ou bien auxquels me rattachaient des souvenirs particulier. J'ai entrepris de faire chaque mois la description de 2 de ces lieux. L'une de ces descriptions se fait sur le lieu même, se veut la plus neutre possible, assis dans un café, marchant dans la rue, incarné un stylo à la main. Je m'efforce de décrire les maisons, les magasins, les gens que je rencontre, les affiches, d'une manière générale, tous les détails qui attirent mon regard. L'autre description se fait dans un endroit différent du lieu. Je m'efforce alors de décrire le lieu de mémoire, mais la mémoire immédiate, ce qui est différent et d'évoquer à son propos tous les souvenirs qui me viennent, des événements qui s'y sont déroulés, des gens que j'ai rencontrés. Lorsque ces descriptions sont terminées, je les glisse dans une enveloppe que je scelle à la cire. Je recommence chaque année ces descriptions en prenant soin, grâce à un algorithme bicarré latin orthogonal d'ordre 12. Ils ne comprendront pas, mais ça fait partie du mystère, ça rajoutera l'intérêt à l'exercice. Premièrement, de décrire chacun de ces lieux en un mois différent de l'année. Deuxièmement, de ne jamais décrire le même mois, le même couple de lieux. Cette entreprise durera donc 12 ans, jusqu'à ce que tous les lieux aient été décrits 2 fois, 12 fois. Alors vous savez que Pérec triche. Il triche avec un des lieux, la place Saint-Sulpice, et qu'il publie tentative d'épuisement d'un lieu parisien, parce qu'il est là à vouloir noter exhaustivement tout ce qu'il y a sous ses yeux. Et bien, du coup, il est scotché, et puis il va rester 2 jours, et ça va faire ce texte emblématique, qui en lui-même est un exercice.
Où est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait avec le centre d'apprentissage de Pantin, des apprentis coiffeuses et coiffeurs. On était dans la petite bibliothèque municipale. La bibliothèque avait plusieurs vitrines là, sur ce coin incroyable qui s'appelle les quatre chemins entre Aubervilliers et Pantin. Ils étaient à leur poste derrière les vitres de la Bible. Puis tout d'un coup, la ville qui vous englobe, où vous êtes un passant ordinaire, voire un peu rejeté, méprisé, devient tableau. Ça, c'est des souvenirs. Mais où est-ce qu'il a triché, Pérec? Non, c'est pas triché, c'est la rue Villain. C'est-à-dire que tout cet énorme appareil très complexe, c'est parce que dans les 12, il en a caché un. Il a caché quoi? La rue Villain, la rue où il est né, où il a vécu avec son père, sa mère, sa grand-mère, et où il n'a aucun souvenir. Donc, revenir pendant 6 ans, au moins 2 fois par an, rue Villain, et chaque fois avec une prise d'écriture différente, est-ce que vous faites un ensemble qui peut vous redonner la part autobiographique dont vous ne disposez pas? Et ces textes sur la rue Villain, on en a dans l'Infraordinaire, on en a dans W, on en a peut-être même encore dans d'autres endroits. Ça aussi, c'est dans mes petites fiches. Et tout simplement ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est important là avec la rue Villain? C'est que vous avez un journal et que chaque journal, c'est un mode d'appréhension différente de la réalité la plus ordinaire. Eh bien, on se prend un petit morceau ordinaire, mais la rue, attention, c'est quoi? C'est un passage, c'est une traversée, c'est un déroulement linéaire, et puis c'est public. La rue ne vous appartient pas. Donc, où est-ce que vous la choisissez? Comment vous la choisissez, la rue? Et puis ensuite, c'est pas la question de faire une rédaction sur la rue, même si rue de la Sardine, de John Steinbeck, par exemple, que c'est formidable. Il y a bien d'autres exemples là. Mais c'est dire, si cette rue, je multiplie des bribes de façon de la raconter différemment. Voilà, une des applications possibles d'espèce d'espace. Une qui me tarabuste plus, je sais pas, dans l'appartement. Le chapitre est assez long aussi. Et puis, 4, d'un espace inutile. J'ai plusieurs fois essayé de penser à un appartement dans lequel il y aurait une pièce inutile, absolument et délibérément inutile. Ça n'aurait pas été un débarras, ça n'aurait pas été une chambre supplémentaire, ni un couloir, ni un cagibi, ni un recoin. Ça aurait été un espace sans fonction. Ça n'aurait servi à rien. Ça n'aurait renvoyé à rien. Il m'a été impossible, en dépit de mes efforts, et il continue. Pendant 3 pages, 4 pages, de parler de ce que pourrait être la construction de cet espace inutile. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il dit que dans la littérature fantastique, Le Seuil de Borges, le golem de Meerink, tout est basé sur justement le fait qu'advienne, qu'arrive un espace inutile. C'est quoi le golem? Dans le ghetto juif de Prague, dans les temps qui précèdent les catastrophes, une fenêtre apparaît dans la complication, l'enchevêtrement, le dédale. Et cette fenêtre, on n'a jamais remarqué qu'elle était là. Peut-être il y a une silhouette derrière, peut-être il n'y en a pas. Mais cette fenêtre, on est dans l'impossibilité totale de savoir à quelle salle, à quelle pièce, à quel appartement elle correspond. Et puis dans le golem, eh bien, on va se retrouver dedans. Et vous savez comment on frissonne. Mais ça, c'est Georges Perec. Il parle de Dostoïevski, Crime et châtiment. Raskolnikov accomplit son crime, non seulement tue la vieille usurière, mais surgit cette idiote, cette femme simple d'esprit, qui, elle, n'a rien fait. Elisaveta, je ne sais pas, je me souviens plus, la sœur de l'usurière, et Raskolnikov l'assassine aussi d'un coup de hache. Et tout, dès ce moment-là, le livre est fini. Les quelques bijoux qu'il a récupérés, il va les enterrer en banlieue sous une pierre où ils disparaîtront. C'est un pauvre petit trésor de que dalle. Et puis tout le monde sait que Raskolnikov, c'est le seul qui a pu accomplir le crime. La seule question, c'est comment le commissaire, comment tous ses amis, comment sa mère et sa sœur peuvent se admettre à leur conscience que ce qui est l'évidence, que Raskolnikov a commis le crime, comment ils peuvent faire le chemin de reconnaître cette culpabilité. C'est un livre à l'envers. Eh bien, comment il commence? Quand il descend du crime, il y a des peintres qui montent.
Ils se réfugient dans l'appartement. Et l'appartement, c'est justement l'appartement vide que ces types sont en train de repeindre. Il n'y a plus un signe, il n'y a plus rien. Et c'est là où tout d'un coup, la conscience lui vient de ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait pour rien. Vous voyez que sur quelque chose d'aussi simple que cette notion d'espace inutile, eh bien, je vous assure qu'on fait des belles séances avec ça. Et puis petit à petit, on verra mieux les techniques, le décortiquage de comment faire ces séances. C'est les exercices qui nous sont déjà donnés ou qui ont déjà été faits par d'autres, ou simplement s'exercer soi-même à inventer ces exercices. Et c'est là où, espèce d'espace, il y a des questions d'un auteur très jeune arrivé à un succès, en tout cas, qui pourrait le mettre à l'abri et qui fait le chemin inverse. Et puis on est en 73, c'est le moment où se boucle le périphérique parisien, c'est le moment où la France s'équipe de ses autoroutes, puis le moment où par exemple s'érige le World Trade Center à New York. C'est-à-dire que l'idée 19e de la ville, c'est-à-dire l'idée traditionnelle de la ville, l'idée balzacienne, l'idée proustienne de la ville, eh bien, elle fait place à autre chose, à un autre schéma. Et ce schéma, cette ville d'aujourd'hui qui est détaché de ses repères historiques précédents, évidemment, c'est le contexte qu'on explore pour nous dans notre présent et qui est le contexte natal, natif des jeunes qu'on fait travailler. Mais ce livre, précisément parce qu'il est à la frontière, La vie mode d'emploi, c'est un immeuble haussmannien. Enfin, pas haussmannien, c'est un immeuble construit en 1885 par là. Le livre se finit vers 1975. Et puis, au milieu, il y a les grands événements. C'est l'arrivée de l'ascenseur en 1935. Et puis, cette espèce de centre absent, mais qui travaille tout le livre. Qu'est-ce que ces gens faisaient entre 1942 et 1945 ? Il y a une imprimerie clandestine dans la cave, mais il y a les collabos, il y a ceux qui disent rien et qui laissent faire. Et là, il y a peut-être un lien biographique aussi direct de Pérec avec son exercice. Et qui a permis que sa mère soit emportée à Auschwitz ? C'est ça aussi. La vie mode d'emploi, indépendamment de toutes les histoires qui se greffent et de cette forme infinie du livre. Eh bien, la vie mode d'emploi, on est dans le Paris traditionnel. Avec espèce d'espace, on est dans une sorte de clôture de cet urbanisme. En bout de route, non, pas forcément, mais justement, qui doit faire place à sa propre grammaire pour que cette grammaire s'en aille vers nos usages contemporains de la ville, nos cinétiques, nos vitesses, nos absences de centre, notre statut différent du sujet dans la collectivité. Eh bien, là, en parlant d'espace, on parle aussi très lourdement de ce changement de statut du sujet dans sa ville. Petites choses ouvertes sur espèce d'espace, évidemment indissociable de pensée classée et puis aussi principalement la préface de l'infraordinaire. Tout ça, c'est des textes qui sont reliés sur le fond. Je vous le rappelle, interroger l'habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas. Il ne nous interroge pas. Il semble ne pas faire problème. Nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons nos vies d'un sommeil sans rêve. Où est-elle notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? Comment parler de ces choses communes ? Comment les traquer ? Comment les débusquer ? Les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées ? Comment leur donner un sens, une langue qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est encore au-delà de nous, hors de nous. Eh bien, faites avec. Interrogez ce qui semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l'origine. Ce qu'il s'agit d'interroger,
C'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons, certes, nous respirons, certes, nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment, où, quand, pourquoi? Décrivez votre rue, décrivez-en une autre, comparez, faites l'inventaire de vos poches, de votre sac, interrogez-vous sur la provenance, l'usage, le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Vous voyez comme chaque ligne de ça peut être un soir d'atelier. En tout cas, moi, c'est décidément ça que je voulais. C'est que on se donne un exercice, et cet exercice, on va complètement dedans, musicalement, littérairement. Et en parallèle, mais dans un autre espace, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire avec, et si on comprend ce qu'on peut faire, ce que moi je peux faire avec ça, eh bien, comment vous, avec d'autres livres, ou celui-ci pareil, vous pouvez trouver vos exercices. Et là, on aura gagné notre coup.